Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir encore aujourd'hui pour te partager en fait un parcours incroyable, un parcours d'une femme géniale qui a passé énormément d'embûches et je suis sûre et certaine que les embûches qu'elle a rencontrées, eh bien ça va te parler aussi. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwen. Salut Gwen. Salut Mia. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui parce que au-delà, voilà, tu fais partie du programme de coaching Éclosion, c'est un programme que tu as suivi et si j'ai envie que tu racontes, que tu partages ton parcours, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître à travers tes propos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ton parcours ? Oui, pas de souci. Mais donc voilà, j'ai effectué 3 ans et demi d'essai bébé. Donc pendant 1 an, avec mon compagnon, on a essayé entre guillemets de manière naturelle. Je suis tombée une fois enceinte. Le problème, c'est que c'était une grossesse extra-utérine qui n'était pas très évoluée. Donc là, j'ai été traitée par injection. Et suite à ça, après, j'ai eu un polype utérin. J'ai été opérée aussi de ce polype. Et c'est à ce moment-là que mon gynécologue m'a posé la question de savoir où j'en étais. Et ça faisait quasiment 1 an qu'on était en essai naturel. Et là, il m'a prescrit la prise de sang pour moi et l'examen spermogramme pour mon compagnon. Et c'est là que le verdict est tombé. Mon compagnon, lui, tout se passait très bien. Et moi, j'étais en insuffisance ovarienne précoce, malgré mon âge qui était de 34 ans à l'époque. J'avoue que j'aurais préféré le savoir plus tôt aussi parce que je me dis que ça reste quand même qu'une prise de sang finalement qui pourrait être effectuée plus tôt selon peut-être l'âge de la femme. Et donc là, mon gynécologue m'a directement dirigée vers un centre PMA. J'ai d'abord effectué une première stimulation, mais assez costaud avec beaucoup d'injections. Mais on a bien vu que ça ne fonctionnait pas vu ma pathologie. Et justement, puisque tu parles d'AMH basse, puisque tu étais en insuffisance ovarienne précoce, est-ce que tu te souviens du taux d'AMH qui a été découvert à ce moment-là ? Est-ce que j'ai un souvenir d'un 0,7 ? Est-ce que ça te paraît plausible ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais en tête. Et donc là, j'ai commencé un premier protocole donc en cycle naturel qui consiste à vraiment limiter très fortement le nombre d'injections puisqu'on sait très bien que la ponction d'ovocytes ne va pas donner lieu à une récolte florissante. Là, j'ai eu une première ponction et ça a été très difficile parce que ça a été une ponction blanche. Donc, comme premier essai, c'était pas génial. Alors, une ponction blanche, on va peut-être expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas si toutes celles qui nous écoutent savent ce qu'est une ponction blanche. Mais en réalité, une ponction blanche, ça veut dire que malgré tous les efforts, on n'a rien réussi à ponctionner vraiment. Ça veut dire qu'il y a bien eu peut-être des follicules qui ont été observés, etc. Oui, mais au moment de la ponction, en fait, il n'y a rien qui arrive finalement. Je pense que c'est important de le préciser aussi parce que c'est vrai que ça fait partie des imprévus qui sont liés à la PMA. Et souvent, on n'y est pas préparé. On ne s'imagine pas qu'on peut avoir une ponction blanche. Donc, je sais pas, est-ce que toi, tu t'y attendais à cette ponction blanche ou pas du tout ? Non, vraiment, effectivement, on m'avait pas du tout parlé de la possibilité d'une ponction blanche. On m'avait dit, voilà, que si j'avais une ponction, j'allais pas avoir d'ovocytes. Mais que je pouvais en avoir 1, voire 2. Mais on m'avait pas parlé de 0. Donc, comme premier essai, c'était un peu compliqué.
Le centre PMA m'a redirigé vers encore un autre centre plus pointu. Le protocole n'était pas différent, donc j'ai rencontré un médecin gynécologue qui m'a même parlé du don d'ovocytes à ce moment-là, mais en me disant voilà, on va quand même tenter avec vous la fécondation in vitro vu votre âge. Donc là, j'avais 35 ans à ce moment-là. Donc c'était déjà compliqué, de se faire entendre une première fois qu'on devait passer par le parcours PMA, mais je l'ai rapidement accepté parce que je me suis dit voilà, ça existe et pourquoi pas. Mais après le don d'ovocytes, sur le coup, c'était un peu compliqué pour moi parce que je n'avais pas non plus envisagé cette possibilité-là, et voilà, on vous annonce ça un peu froidement au détour d'une consultation qui dure pas plus de 15 minutes, et on voit que derrière nous il y a une file aussi de patients qui attendent. C'est là qu'on se rend compte évidemment qu'on n'est pas seul, que je pense que ça concerne de plus en plus de monde. Et donc en fait, j'ai fait plusieurs fécondations in vitro. Donc dans mon cas, j'en ai fait 6, mais à chaque fois c'est une ponction d'ovocytes pour moi, donc c'est le côté le plus pénible. Alors, je vais préciser aussi 6. Pourquoi ? Parce que tu es en Belgique. Et je précise parce que j'ai évidemment beaucoup de personnes qui nous écoutent qui viennent de France ou d'ailleurs, pas uniquement, mais c'est vrai, voilà, majoritairement en France. Et en France, c'est limité à 4. Donc voilà, pourquoi je me permets de préciser. Mais donc effectivement, en Belgique, on a droit à 6 ponctions remboursées, en tout cas 4 par rapport à la France. Globalement, je sais qu'il y a des remises où on remet les compteurs à 0 quand on est en France, sous certaines conditions, une fois qu'il y a eu grossesse, etc. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'en termes de nombre de tentatives, ça revient à peu près à la même chose. Mais voilà, j'avais quand même envie de le préciser pour celles qui nous écoutent. Donc voilà, j'ai fait deux FIV, donc à chaque fois une ponction avec un ovocyte recueilli et transféré de bonne qualité. Mais il n'y a jamais eu d'accroche pendant ces 2 essais-là. À partir des 2 essais, j'ai pris connaissance du programme de la méthode IM de Mia, que j'ai commencé, et ensuite j'ai enchaîné avec une 3e ponction d'ovocytes. Là, j'ai eu 2 ovocytes qui ont été recueillis, tous les 2 de bonne qualité. Un qui m'a été transféré et le deuxième a pu être congelé. Et malheureusement, celui qui m'a été transféré donc lors de ce 3e essai a donné lieu à une grossesse extra-utérine. Encore. Sauf que là, le problème, la grossesse extra-utérine était plus avancée. Donc là, l'embryon s'était logé dans la trompe droite et il a fallu évidemment carrément enlever la trompe avec l'embryon dedans. Donc ça a été une épreuve assez compliquée pour moi à gérer parce que j'avais enfin un positif, mais c'était de nouveau une grossesse extra-utérine. C'est hyper dur, tu vois, déjà émotionnellement, c'est hyper dur physiquement, et en même temps, je me dis, on s'imagine pas que on a le risque, en tout cas, d'avoir une grossesse extra-utérine, malgré qu'on soit passé par une tentative par une fécondation in vitro. On s'imagine pas que c'est quelque chose qui arrive, tu vois. Oui, tout à fait. Quand j'avais fait ma première grossesse extra-utérine, on m'a pas dit que potentiellement, ça figurait évidemment dans mon dossier médical, mais on m'avait pas dit que il y avait encore aussi un risque de grossesse extra-utérine en parcours PMA, et que c'était assez rare. Mais bon, voilà, malheureusement, ça s'est vu un peu trop tard. Mais on m'a dit qu'en m'opérant, l'état de ma trompe était pas terrible, et donc c'est ce qui pouvait expliquer que l'embryon avait fait son chemin dans mon utérus, s'était retrouvé dans ma trompe, et là était resté coincé vu la mauvaise qualité de la trompe. Donc là c'était compliqué, et je pense que ma principale erreur, c'est que j'ai réenchaîné avec le transfert de l'embryon congelé à J5, mais j'ai réenchaîné moins de 2 mois en fait après mon opération. Alors je dis que c'est une erreur de ma part, oui et non, parce que j'ai peut-être pas non plus été bien aiguillée par les médecins qui auraient pu me dire « Madame, voilà, vous venez de subir une grosse opération, on sait que c'est dur, prenez un peu le temps pour vous rétablir, que votre corps puisse se rétablir ». Ça n'a pas été le cas. Donc on m'a retransféré cet embryon congelé de bonne qualité. Et là, voilà, je vais pas mentir, ça n'a donné encore lieu à rien du tout, à une prise de sang négative. Et donc là, le protocole ne change pas, on me repropose toujours la même chose.
les mêmes médicaments, les mêmes injections. Et là, j'enchaîne encore avec 2 ponctions d'ovocytes. Une première où on me ponctionne un ovocyte, mais qui malheureusement ne passe pas plus d'1 jour. Et une deuxième ponction après, qui est encore une ponction blanche. J'enchaîne ça donc entre le mois de mars et le mois d'août. Et puis, je refais quand même une ponction au mois de septembre. Donc, ça fait beaucoup de ponctions enchaînées, finalement. Et je me rendais pas compte à ce moment-là que mon corps avait ce besoin de récupération. Donc, ça, je pense que vraiment, le problème de mon parcours, c'est le fait d'avoir enchaîné aussi vite les ponctions. Et donc, ma dernière ponction, c'était au mois de septembre de l'année dernière. Là, j'ai 2 ovocytes recueillis. Le deuxième n'a pas pu être congelé, donc on me transfère un ovocyte. Et encore une fois, même conclusion, prise de sang négative. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose parce que de toute façon, les médecins ne me proposaient pas mieux. C'était toujours le même protocole qui revenait. J'avais encore 2 tentatives. 2 tentatives, en tout cas remboursées par la mutuelle en Belgique, puisque comme j'avais eu un transfert congelé, ça ne compte pas, en tout cas heureusement. Et là, je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et je m'inscris au programme de coaching éclosion de Mia, toujours. Entre-temps, je fais un examen. L'hôpital me propose quand même 2 examens. Il me propose une biopsie d'endomètre pour voir si je n'ai pas d'infection. Et on me fait une hystéroscopie aussi de l'utérus, qui ne révèle rien du tout. Donc, pas d'inflammation, pas de malformation, pas de polype utérin. En tout cas, rien à signaler. Donc là, l'hôpital conclut, écoutez, vous pouvez refaire une tentative quand vous voulez. Toujours sous le même protocole. Et je me dis non, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Voilà, physiquement, c'est éprouvant et moralement aussi, évidemment. Les mois passent et rien ne se passe. Et donc là, je découvre... Dans quel état émotionnel est-ce que tu étais justement à ce moment-là ? Disons que heureusement, j'ai beaucoup de soutien de mon compagnon. J'essaye de prendre du recul, mais oui, émotionnellement, c'est très compliqué parce qu'on a cette impression qu'on n'y arrivera jamais, en fait. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, est-ce que je vais vraiment y arriver ? Et ça, c'est le plus dur en fait du parcours PMA, c'est qu'on ne sait pas du tout combien de temps on va y rester, combien de temps ça va durer, et surtout, est-ce que ça va fonctionner à un moment donné. Donc ça, c'est vraiment le souci de ce parcours. Là, je m'inscris au programme de coaching éclosion. Je participe à la première vidéo, aux premiers échanges, et il y a une membre du groupe qui évoque le Matrice Lab, qui est un test de la réceptivité utérine. Et donc, j'en avais jamais entendu parler. Je fais des recherches et je vois que je coche à peu près toutes les cases du test, en tout cas du but du test. Je propose à l'hôpital qui me suit de faire ce test. Et là, le gynécologue, qui est le chef de service, me dit « Écoutez, on n'y croit pas du tout. Donc, franchement, quasiment, ne dépensez pas vos sous là-dedans, ça ne sert à rien. » Et donc, l'hôpital refuse de me le faire. Mais je lâche pas, je me dis, voilà, c'est un test que je connaissais pas, qui existe, enfin, qui a le mérite d'exister. Et je me dis, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas le faire? Parce que, voilà, il faut, j'avais envie de tout tenter et de ne rien regretter au bout du parcours en me disant, tiens, il y a cette étape-là que j'ai pas faite. Ça existe et j'aurais peut-être pu la faire. Et voilà, j'avais envie de rien regretter en tout cas. Et donc, j'ai dû rechercher un autre gynécologue pour me faire ce test, qui a bien voulu le faire. Et donc là, du coup, le test m'a forcé à prendre mon temps. Donc, je devais déjà attendre le rendez-vous pour la gynécologue pour le test. Ça m'a pris 2 mois. Et ensuite, les résultats du test en eux-mêmes, on les a 1 mois après. Et moi, le protocole qu'on m'avait proposé en fonction de ma pathologie, là, en l'occurrence, c'était une immunité beaucoup trop agressive au niveau de mon endomètre, donc qui fonctionne par rapport à un corps étranger. Donc, l'embryon est un corps étranger dans l'endomètre. Mon endomètre l'identifie comme un corps étranger et l'élimine.
Et donc, du coup, mon protocole a été un traitement qu'il fallait que je teste pendant 3 mois. Donc, finalement, j'ai eu cette pause forcée de 5 à 6 mois qui m'a permis de tester même d'autres choses. Je suis allée voir un ostéopathe qui effectue des manipulations gynécologiques. Là, il a pu voir que mon bassin, en fait, était complètement désaxé. J'avais un déséquilibre suite à je faisais du snowboard à un moment donné. Donc au début, quand on débute, on tombe beaucoup sur les fesses et donc forcément tout mon bassin était désaxé. Il a remis un peu tout ça en place. J'ai vu une kinésiologue aussi qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses par rapport à mon passé, qui m'a permis aussi d'extérioriser des choses qui étaient enfouies en moi. Je suis partie en vacances, chose que j'avais plus fait depuis très longtemps parce que forcément, avec les protocoles, les dates, ça laisse pas beaucoup de place à la possibilité ou à la perspective de prendre des vacances. Et comme j'étais de toute façon focus sur les essais, j'étais vraiment le nez dans le guidon, comme on dit, et j'avais pas la place pour partir en vacances. Donc là, on est parti en vacances. Et à mon retour, en fait, les 3 mois de protocole étaient passés, et donc je pouvais retenter une nouvelle fois une fécondation in vitro. Donc j'ai fait ma ponction, j'ai eu 2 ovocytes recueillis, et le deuxième, malheureusement, n'a pas survécu pour la congélation, mais le premier m'a été transféré. Alors à la base, le protocole se passait pas déjà très bien, parce que au tout début, mon taux de FSH était trop élevé. Là aussi, c'était quelque chose qui m'était totalement inconnu. Je me suis demandé pourquoi, mais bon, donc j'ai pas eu le traitement habituel finalement. Il y a toute une partie du traitement que je n'ai pas pris parce que j'avais cette FSH trop élevée. Donc, je veux dire que voilà, c'était déjà pas très encourageant, mais bon, la ponction s'est quand même passée et donc on m'a transféré l'embryon et c'est à ce moment-là que j'ai eu enfin mon résultat positif. Je me souviens, mon transfert d'embryon, c'était le 6 juin. Et j'ai eu mon résultat positif 2 semaines plus tard. Donc, j'avoue que j'avais du mal à y croire parce que j'avais déjà eu un résultat positif par téléphone, mais quand j'avais fait ma grossesse extra-utérine. Et là, tout se passait bien, les taux étaient bons, c'était une grossesse évolutive. Et donc, voilà, je suis ici au mois de décembre avec un petit garçon qui est là, qui est bien accroché et qui se développe très bien, sans problème. Alors c'est fou parce qu'on en parlait récemment dans un épisode de podcast. Il y a une vague de petits garçons en ce moment. C'est impressionnant dans le groupe de coaching. Je voudrais juste revenir sur le Matrice Lab parce que c'est un examen qui peut vraiment être utile. Alors je le recommande pas systématiquement à tout le monde. Soyons clairs. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, mais je le redis parce que c'est pour moi un élément important. On est vraiment sur une biopsie de l'endomètre où on va vraiment analyser s'il y a un état inflammatoire, s'il y a un déséquilibre du système immunitaire qui peut impacter justement l'implantation d'un embryon. Et donc, pour moi, c'est un protocole qui peut être vraiment super intéressant dans certains cas. Évidemment, chez toi, Gwen, on a repéré directement qu'il y avait une suractivité immunitaire. Ce qui est important à observer parce que l'équilibre immunitaire est en fait essentiel pour l'implantation d'un embryon. C'est-à-dire que l'équilibre immunitaire, il doit être ni trop bas ni trop haut. On doit avoir un seuil de tolérance qui permette justement au corps d'accepter l'embryon sans chercher à tout prix à vouloir l'éviter. Parce que à partir du moment où on a un système immunitaire qui est en suractivité, ça peut engendrer à la fois des difficultés d'implantation, mais en plus, si l'implantation y parvient à se faire, ça peut engendrer des arrêts de grossesse. Donc c'est vraiment important de se dire, ok, c'est une piste quand même à explorer. Maintenant, c'est évidemment pas pour tout le monde, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a certains profils où on le recommande. Maintenant, de nouveau, attention, et t'en as parlé, c'est que t'as dit, voilà, moi on en avait parlé au sein du groupe, etc., mais finalement, quand on a parlé à l'hôpital, ils ont dit, non, nous on n'y croit pas et on le fait pas. Donc, il faut quand même savoir que 1, c'est pas remboursé, 2, tous les hôpitaux n'acceptent pas forcément ce test, et 3, même s'il y a des résultats
qui ressortent de ce test-là, les hôpitaux, tous en tout cas, n'adaptent pas forcément leur protocole en fonction. Donc c'est vraiment important d'être accompagné par ailleurs pour pouvoir mettre en place les recommandations, de trouver un médecin qui accepte de le faire. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités, évidemment, parce que, je le répète, c'est pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, dans le sens où c'est très localisé. On peut parfois avoir un déséquilibre du système immunitaire, mais qui proviennent d'ailleurs et qui ne seraient pas mis en évidence par le Matrice Lab. Donc, c'est une piste intéressante, mais elle doit pas être forcément systématique. Donc voilà, j'avais envie de creuser ça, justement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai besoin d'être accompagnée, parce que tu le disais, hein, j'étais soutenue par mon chéri et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, j'ai besoin de plus et j'ai besoin de rejoindre ce coaching éclosion, j'ai besoin d'être accompagnée? J'avais besoin de trouver des réponses que je n'avais pas forcément, puisque voilà, l'hôpital, on est un numéro dans une masse de gens qui est là tout aussi désespérés, et les médecins n'ont plus le temps clairement pour nous prodiguer des conseils avisés. On sent bien qu'on est là sur des bases et on se cantonne aux bases. Et j'avais envie de creuser, j'avais envie en tout cas surtout pas de tout tester, mais d'avoir au moins pu embrasser un panel plus élargi que uniquement l'avis strictement médical. Et en fait, pour en revenir au Matrice Lab, je sais que ça m'a aidé, mais je suis persuadée que c'est un tout, en fait. Il n'y a pas eu que le Matrice Lab, il y a eu, j'ai changé un peu mon alimentation aussi, j'ai évité le gluten pendant un petit moment, j'ai vraiment fait attention au sucre, j'ai été voir un médecin fonctionnel, j'ai fait de l'acupuncture aussi, que je connaissais pas du tout avant et que j'aurais peut-être pas envisagé en fait si j'avais pas suivi le programme de coaching, clairement. Donc j'ai parlé de l'ostéopathe aussi, et finalement j'ai eu cette grosse pause forcée qui a fait que forcément mon corps a pu aussi remonter la pente et se rétablir entre les différentes ponctions. Donc je pense que c'est un tout en fait qui m'est arrivé en tout cas. Et c'est clair que... Pardon ? C'est un alignement de planètes. Un alignement de planètes aussi sans doute. Et du coup en fait je me dis que c'est clair, je ne sais pas si j'en serais là si je n'avais pas suivi le programme de coaching, mais sincèrement, ça donne énormément de pistes différentes du médical, que malheureusement le médical ne prend pas le temps forcément de nous conseiller, parce que je pense qu'il n'y croit pas de toute façon. J'ai pu le constater avec le Matrice Lab. J'en ai parlé à 2 gynécologues et les 2 gynécologues m'ont dit, qui n'étaient pas du même hôpital d'ailleurs, m'ont dit clairement qu'ils n'y croyaient pas. Et mais bon voilà, je me dis il fallait que je teste. J'avais envie de tester aussi. Et je pense que c'est aussi de la persévérance, de se dire, voilà, il y a des choses qui existent, on les tente, même si on n'aurait peut-être pas forcément essayé. Donc voilà, je pense que c'est le coaching, ça a été un tout en fait. Ça a été une partie aussi de la réussite qui m'a permis de me diriger vers des alternatives auxquelles j'aurais sans doute peut-être pas pensé, ou alors que peut-être j'aurais découvert par moi-même, mais il m'aurait fallu sans doute encore plus de temps. Donc voilà, clairement, moi je pense que ça a pu accélérer les choses, si je peux parler comme ça, mais en tout cas, voilà, sur les 6 mois de pause forcée, finalement j'ai appris tellement de choses qui m'ont permis d'avancer aussi, et aussi le fait d'être dans un groupe de personnes qui vivent la même chose, mais ça permet de se sentir moins seul, évidemment. Et aussi de voir que d'autres y arrivent, ça donne de l'espoir, évidemment, pour la suite. Donc, alors, j'adore parce que, en fait, t'es passé finalement d'une AMH très basse à 0,7 à on vous recommande un don d'ovocytes. On enchaîne les tentatives mais on n'y croit pas, à finalement une grossesse qui se passe bien, ou qui est en fait issue aussi de tes propres, enfin de vos propres gamètes à tous les deux. Oui, donc c'est quand même, voilà, c'est comme quoi il faut pas toujours écouter non plus ce qu'on vous dit. Quand je dis accepte le diagnostic mais refuse le verdict, t'en es encore une fois la preuve. Parce que en fait personne n'a de boule de cristal, et que
tout reste possible. On peut le tourner comme on veut, mais je trouve ça vraiment juste fantastique. Alors, ça veut pas dire que le don d'ovocytes ne doit pas s'envisager, pas du tout. Il y a effectivement des circonstances où c'est plus que bénéfique et c'est une super opportunité. Mais dans ton cas, c'était encore tellement prématuré pour envisager ça. Rien n'avait été fait, en fait, au moment où on t'a parlé du don d'ovocytes. Il y avait encore tellement de possibilités. Oui, tout à fait. On m'a dit, on va quand même tenter l'expérience avec vos propres gamètes parce que vous êtes encore jeune. Donc, à l'époque, c'était le médecin qui m'avait dit ça, j'avais 35 ans. Et quand j'ai fait mes 2 premières ponctions d'ovocytes, j'ai eu un entretien téléphonique avec lui. Et il m'a dit, écoutez, perdez pas espoir parce que c'est assez spectaculaire qu'on ait quand même pu recueillir à chaque fois un ovocyte de très bonne qualité. Alors j'étais un peu étonnée quand il m'a dit c'est assez spectaculaire parce que c'était un peu, moi je trouvais ça un peu exagéré quand même peut-être aussi. Et c'était la même personne qui m'avait parlé du don d'ovocytes. Donc voilà, je me dis aussi effectivement, il faut pas forcément prendre ça comme une fatalité, en tout cas le verdict médical, parce que clairement dans mon cas, c'est vrai que ça a fonctionné. Alors ça a mis du temps. Mais encore une fois, moi, je pense vraiment aussi que le fait d'enchaîner, de vouloir enchaîner, n'a vraiment pas du tout été bénéfique pour moi. Même si on a envie, évidemment, d'y arriver le plus vite possible parce qu'on voit que le temps passe, parce qu'on voit que d'autres personnes tombent enceintes entre-temps. Et c'est ça qui est le plus frustrant, c'est de voir que d'autres y arrivent alors que, ils prennent pas forcément soin d'eux. Et donc, c'est ça qui fait aussi qu'on a cette envie d'enchaîner. Mais ce que je reproche aussi, c'est que les médecins ne vous disent pas non plus laissez à votre corps le temps de récupérer au moins ne serait-ce que 3 mois. Sincèrement, moi, toutes mes tentatives, je les ai enchaînées en moins de 3 mois à chaque fois, y compris celles post-grossesse extra-utérine, post-opératoire. Et moi, je suis persuadée aussi que ça a été un très gros frein dans mon parcours. Alors, j'avertis toutes celles qui envisagent de rejoindre le coaching éclosion, c'est presque une condition sine qua non. Hein. C'est que quand vous rentrez, je vous dis bon, ok, maintenant on va mettre sur pause un peu. Pourquoi on va mettre sur pause? Parce qu'on va prendre le temps de ressourcer le corps. En fait, le corps c'est pas une machine. Et en même temps, je te rejoins tellement dans ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a tellement de facteurs qui font que tu te sens pressé par le temps. Que ce soit parce que effectivement tout le monde autour de toi y arrive alors que toi tu galères, que ce soit parce que évidemment l'air de rien, de toute façon avant même de rentrer dans le parcours PMA, il s'est passé un délai déjà énorme entre les premiers rendez-vous, les prises de sang, les examens, les rendez-vous pour obtenir les résultats des examens, etc. Finalement parfois on perd quasiment 1 an, si pas plus, et selon évidemment les hôpitaux dans lesquels on est, selon la région dans laquelle on est, dans laquelle on habite, les délais peuvent être plus ou moins longs. Et donc quand on arrive seulement enfin en PMA, on a quand même déjà souvent un long parcours derrière. Et donc on arrive déjà en étant épuisé. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va vous dire attention, vous avez tel âge et donc il faut plus tarder. Et donc on va enchaîner les protocoles. Et c'est évidemment bénéfique pour personne. Je veux dire, quel que soit le profil d'infertilité, c'est de toute façon bénéfique pour personne, ça c'est une certitude. C'est même contre-productif et ça l'est d'autant plus quand on est dans un cas d'insuffisance ovarienne. C'est vraiment important de le préciser parce que, en gros, on demande au corps finalement de produire 10 fois plus que ce qu'il ne ferait en temps normal, mais on lui donne 0 temps de récupération. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Et je te rejoins parce que c'est vrai que j'apprécierais aussi que les hôpitaux passent un message en disant bon, ok, on sait que vous êtes pressés, on sait que l'âge est là, on sait que ceci, on sait que cela, mais on va quand même prendre 1 mois supplémentaire, 2 mois supplémentaires, on va se poser, on va bien faire les choses. Mais ce discours n'est pas là, évidemment. Ce discours n'est pas là, c'est vous sortez d'un rendez-vous et on planifie déjà la tentative suivante. Enfin, il y a un moment, c'est juste pas possible, quoi. Je trouve ça hyper compliqué. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de rejoindre ce programme de coaching finalement? Disons que j'ai pris conscience de la lourdeur du parcours, mais en même temps de la lourdeur par rapport au médical, mais de sa légèreté par rapport à toutes les alternatives qui ont été proposées et qui permettent finalement de se recentrer beaucoup sur nous-mêmes surtout, parce que on a tendance un peu un peu même beaucoup à s'oublier dans ce parcours finalement. Donc ça permet de se recentrer sur soi-même, de justement
en testant ces alternatives, c'est de penser à soi. Et moi, ça m'a appris tellement de choses. Voilà, je connaissais pas du tout l'acupuncture, mais j'estime que ça m'a appris beaucoup de choses et je l'utilise encore. J'ai une sage-femme qui vient tous les mois me faire un monitoring et en même temps, elle me fait un peu d'acupuncture et voilà, à la base, j'avais peut-être du mal à y croire et finalement maintenant je me dis mais ça m'a beaucoup aidé. L'ostéopathie, je connaissais pas ça dans le sens des manipulations gynécologiques et que ça pouvait remettre tout le bassin en équilibre. Et finalement, ben voilà, ça m'a permis aussi d'avancer dans mon parcours. Donc je pense que voilà, moi c'est le côté alternative au médical dont j'ai pris connaissance grâce au coaching que j'ai tenté et qui m'ont vraiment permis d'avancer finalement beaucoup plus que les essais liés strictement au médical. Je suis persuadée que c'est un tout, vraiment un tout le tout a fait qu'à un moment donné ça a fonctionné. Au-delà du fait d'avoir fait cette grande pause, je pense que c'est vraiment tout mettre dans la balance a permis d'avoir enfin un essai positif. Ça, c'est une évidence pour moi. Alors, je trouve ça super important ce que tu dis parce que, tu sais, aussi à l'inverse, je vois d'autres femmes qui ont tout testé, mais vraiment dans tous les sens. Tu vois, elles ont déjà fait naturopathie, elles ont déjà fait ostéopathe, acupuncture, etc. Elles ont fait plein de trucs. Mais en fait, elles ont tellement tout fait, de tout partout, mais finalement, c'est pas forcément au bon moment. Tu vois, c'est pas forcément avoir testé les bonnes choses au bon moment. Et c'est aussi ça que j'essaye d'apprendre aux femmes qui rejoignent le programme de coaching éclosion, c'est qu'on va travailler sur tous les piliers en simultané. Et souvent, ce que je vois, c'est que on a travaillé, chacun de son côté évidemment, mais on a travaillé un pilier à fond. Mais on a oublié qu'il y avait une complémentarité. Je disais tout à l'heure à Gwen, il y a eu cet alignement de planètes, et c'est vraiment ce que je dis à toutes, c'est vraiment un alignement de planètes sur lequel on va travailler. Mais pourquoi ? Pour travailler tous les piliers justement en parallèle et pas en faire un, souvent au détriment des autres. Parce que imaginons, on fait de l'acupuncture, on fait de la naturopathie, on fait de l'intuition, c'est super. Mais est-ce qu'on a vraiment travaillé l'émotionnel à fond ? Je suis pas sûre. Ou alors on a travaillé à fond l'émotionnel, un petit peu au niveau physiologique, mais on a complètement délaissé l'énergétique, etc. Donc c'est vraiment, les 4 piliers pour moi sont indispensables, c'est-à-dire le pilier émotionnel, le pilier physiologique, le pilier médical, alors c'est-à-dire vraiment la compréhension du médical, on va se réapproprier ce parcours, on va arrêter de subir les protocoles finalement, et on va vraiment passer, j'ai presque envie de dire, d'une PMA subie, hasardeuse, à une PMA qui est cette fois-ci choisie et optimisée, et ça fait toute la différence. Et en prime, on va venir travailler aussi sur le 4e pilier qui est celui de la dimension énergétique. Donc pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est pas de se dire voilà, je fais à fond uniquement des choses qui sont sur un pilier, mais c'est de se dire en réalité les piliers, il y en a 4 et il faut vraiment les travailler en parallèle. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné ça match et il y a un alignement de planètes. Mais voilà, je te rejoins vraiment sur le fait qu'il y a tellement de facteurs qui nous incitent à aller vite que on essaye tout un tas de choses, tu vois, et c'est vraiment crucial de se poser, de savoir aussi si ça nous correspond. Parce que pareil pour l'acupuncture, tu vois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit ah mais t'as dit que l'acupuncture c'était bien, alors j'en ai fait mais j'ai la phobie des aiguilles. J'aime autant vous dire que dans ces circonstances-là ça marchera pas. Mais évidemment. Voilà, mais c'est pas grave, il y a d'autres alternatives aussi à l'acupuncture. Donc en fait l'idéal c'est vraiment de trouver ce qui te correspond à toi dans ton parcours, et ça je crois que vraiment toi tu l'as bien senti, et tu le disais tiens voilà justement je continue encore aujourd'hui, et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est finalement de t'aider à capitaliser sur ta santé au long terme et aussi celle de ton futur bébé finalement. Oui, bien sûr. Et à l'après, je compte aller revoir l'ostéopathe donc qui a remis mon bassin en place après l'accouchement, parce que je crois effectivement qu'il va pouvoir en tout cas enlever un peu forcément l'accouchement qui est quand même un traumatisme pour le corps. Je pense qu'il va pouvoir permettre aussi de replacer les choses, et je suis persuadée que si j'étais tombée enceinte naturellement avec donc une grossesse naturelle, j'aurais pas eu forcément cette idée d'aller voir un ostéopathe après et de continuer à faire de l'acupuncture pendant la grossesse. Donc clairement ça m'a permis d'obtenir des pistes avant, pendant et après, chose que je suis persuadée
avec une grossesse naturelle, ces pistes-là, je les aurais même pas envisagées. Et je te promets que ça change tout, hein. Ça change tout pour la suite, ça change tout dans la relation que tu as avec ton enfant, ça change tout dans les soins que tu peux prodiguer. Moi, je le dis toujours, hein, vraiment, c'est post-accouchement. Déjà, c'est une séance d'ostéopathie pour vous, mais l'ostéopathe, c'est après le pédiatre, parce que bon, immédiatement, on va de toute façon faire un check-up de bébé au moment de l'accouchement, mais immédiatement après, dans les jours qui suivent, on doit systématiquement aller consulter un ostéopathe pour le nourrisson. Ça me rend dingue parce que dans la majorité des cliniques, on vous fait venir des photographes professionnels qui coûtent une blinde. Mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un ostéo qui vient et qui travaille à la fois sur la jeune maman qui vient de subir encore quelque chose de très éprouvant, mais aussi de capitaliser sur la santé de cet enfant, parce que selon l'accouchement en question, on a besoin d'activer le système immunitaire. On peut avoir besoin aussi d'aller, j'ai presque envie de dire, soigner ou en tout cas atténuer des tensions que le nourrisson pourrait avoir et qui peuvent entraver l'allaitement, etc. Enfin, tout est lié. Je passe mon temps à dire tout est lié et ça se voit encore une fois après. Il y a le tout est lié au moment de la conception, il y a le tout est lié pendant la grossesse, mais il y a le tout est lié aussi après coup. Et c'est clair que quand tu as une maman qui est sereine, qui se remet bien de son accouchement, etc., ça fait une maman beaucoup plus épanouie et forcément un enfant beaucoup plus apaisé aussi. Et donc c'est super important. Je trouve ça génial que tu envisages ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre le programme, quelqu'un qui se dit ça a l'air chouette, mais je sais pas si vraiment ça m'apportera quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais? De ne pas hésiter une seconde de plus. Clairement, moi j'ai hésité, je vais pas le cacher. J'ai hésité pour la méthode IM et puis je me suis dit non, pareil, ça existe, il faut que je le tente. J'ai pas envie d'avoir des regrets en me disant voilà, j'avais cette info-là, je suis passée devant, j'ai lu et je l'ai pas exploité et c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, enfin je pense, poursuivi pour le reste de ma vie si j'avais pas réussi à concrétiser mon projet. Mais et c'est pareil pour le coaching éclosion, j'ai un peu hésité aussi. Et puis je me suis dit mais non, de toute façon, pourquoi hésiter en fait, parce que ça ne peut que m'apporter du positif. Dans un moment de ma vie où j'étais à ma 5e FIV qui venait de se passer avec toujours le même résultat et on me proposait de toute façon pas plus. C'était toujours le même protocole qui allait revenir. Et donc je me dis à un moment donné, voilà, il faut que moi de mon côté je fasse bouger les choses. Et en même temps, voilà, ça reste un coaching qui est très abordable. Il y a pas de déplacement à faire. Je veux dire, on est, si on veut, on peut être dans son canapé en train de suivre la séance de coaching. Donc voilà. Et après, les recherches qu'on peut faire sur base de ce qui a été dit, c'est aussi des recherches qui sont tout à fait abordables. On fait ça sur son ordinateur. Je veux dire, il y a pas des rendez-vous à prendre de longue date. Il y a pas de trajet, de déplacement à faire. Et donc, sincèrement, moi, je pense qu'il faut pas hésiter une seule seconde. Si jamais l'idée vient de rejoindre le programme de coaching, et si on a cette idée-là, si on a l'info qui est passée, il faut le tenter parce que de toute façon, ça n'apportera que du positif de toute manière dans le parcours. Donc, voilà. En tout cas, j'ai pas de point négatif, moi, à évoquer. Peut-être c'était le premier échange a été un peu compliqué pour moi. À la fois, ça m'a appris énormément de choses. Donc, on a eu le témoignage. Il y avait deux membres qui étaient enceintes et elles ont livré leur témoignage. Ça a permis d'avoir de l'espoir en se disant, tiens, justement, il y a deux femmes qui sont confrontées au parcours de PMA et qui y sont arrivées. Donc, ça donne de l'espoir en se disant, pourquoi pas moi? Mais en même temps, ça m'a un peu coupé les jambes parce que je me dis, tiens, je débarque là avec tous ces essais derrière moi et je suis déjà confrontée finalement à des membres qui sont enceintes. Et donc, du coup, là, je me suis un peu interrogée et puis je me suis dit, mais non, en fait, ça paraît tout à fait logique puisque elles ont suivi le programme d'une part. Elles aussi, elles sont passées par un parcours très compliqué et surtout, elles ont pu partager leur expérience. Qui est très très utile évidemment pour celles qui sont encore en essai.
Donc voilà, moi enfin moi en tout cas, ça ne m'a apporté que du positif et ça m'a permis surtout vraiment d'explorer des pistes que je n'aurais jamais pu explorer, je pense, par moi-même, ou alors j'aurais vraiment mis un temps beaucoup plus long pour ça. Et donc voilà, je n'ai que du positif à dire en tout cas, et ne pas hésiter à rejoindre le programme. C'est adorable. Mais tu vois, tu soulèves un point important, c'est que c'est vrai que c'est complètement différent dans le sens où tu croises une femme enceinte dans la rue, ça peut faire remonter des émotions qui sont pas très agréables et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ça nous renvoie au fait que ça marche pas. Et en même temps, on sait très bien aussi que quand on est confronté à ce parcours, on va faire des recherches toutes sur Internet et on va tomber sur des forums, par exemple. Et quand on tombe sur les forums, c'est des forums qui datent, c'est des vieux trucs. Mais ils sont toujours en ligne, ils sont toujours là. Et en fait, on enchaîne les témoignages qui sont en réalité négatifs, qui sont des messages de personnes qui sont à un moment de leur vie complètement désemparées, désespérées, etc. Et donc, c'est vraiment hyper compliqué. Et en même temps, je me dis, du coup, ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont dans un tout autre moment de leur vie, mais elles ne sont jamais revenues sur ces forums pour donner la suite de leur parcours. Et c'est justement l'erreur que j'avais envie d'éviter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je laisse la porte ouverte aussi aux anciennes du coaching. Pourquoi ? Parce que ça montre que c'est possible. Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant parce que, mais comme toi aujourd'hui, Gwen, voilà, t'as enchaîné 5 ponctions et c'est la 6e qui a fonctionné. Mais voilà, on a ton histoire, on a ton parcours, on sait par quoi tu es passé, tu connais les émotions, etc. Et donc aujourd'hui, tu es là sur ce groupe et ça te permet aussi de partager ton histoire. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est ça aussi qui est important pour celles qui rejoignent, c'est de pouvoir s'identifier à des situations réelles, à des pathologies parfois similaires, etc. Il y a tellement de personnes au sein du coaching qui à un moment donné se sont dit ah mais tiens moi en fait l'histoire de telle personne bah ça m'a fait penser à moi parce qu'en fait j'ai pas mal de similitudes. Tiens mon parcours il y a quand même beaucoup de points clés qui sont vraiment similaires à telle ou telle personne. Tiens le diagnostic qu'on lui a posé bah en fait c'est le même que le mien, etc. Et donc ça montre aussi que ça fonctionne même quand on a une pathologie X Y Z. Et je trouve que c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment cette sororité avec toujours cette bienveillance parce que encore une fois toutes les émotions sont les bienvenues. On a le droit de dire sur le forum, enfin sur notre groupe à nous, sur cette sororité, on a le droit de dire qu'on a croisé telle personne et que ça nous a fait du mal. On a le droit de dire que voilà, on a le droit de dire toutes les émotions en fait. Pareil pour les échanges en famille, etc. Je sais que souvent les remarques maladroites ça provient des proches et puis elles se sentent totalement libres de le dire sur le groupe parce qu'en réalité elles savent très bien qu'elles vont pas du tout être jugées et je crois que ça fait toute la différence comparativement à des conversations qu'on peut avoir avec X, Y, Z dans la vraie vie où on a parfois un petit peu peur de dire vraiment les choses parce que les gens sont pas à notre place et pourraient mal prendre ou mal interpréter ce qu'on dit en fait. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ton point de vue. C'est clair, on se sent entouré en fait, parce que les gens vivent exactement, bon évidemment avec des pathologies différentes, mais vivent exactement les mêmes choses. Donc aussi bien le parcours que effectivement les remarques maladroites des proches, ça c'est des proches et des connaissances. Parce que je pense que c'était le pire pour moi, c'était les remarques des autres. Et en même temps, comme tu dis, notre parcours peut faire écho à d'autres membres. Je me souviens du dernier auquel j'ai participé. On m'avait posé la question de mon traitement. Il y en a deux filles m'ont posé la question du traitement. Et j'étais contente parce que je me dis, mais tiens, c'est la première fois qu'on me pose des questions vraiment. Et je me dis, tiens, c'est que mon parcours, du coup, il peut inspirer et peut servir surtout à d'autres personnes. Et donc ça, c'est vrai que voilà, moralement ça fait du bien aussi de se dire voilà, j'ai subi tout ça. Il y en a d'autres malheureusement qui sont dans le même cas, mais le fait d'être passé par là et d'avoir des petits tips aussi à fournir, ça peut, enfin c'est assez chouette et se rendre compte que voilà, c'est inspirant pour d'autres personnes, ça fait du bien aussi. J'adore, c'est vraiment génial. En tout cas, moi, je suis hyper fière de cette sororité parce que c'est vrai qu'il y a une bienveillance dans mes bons sens. J'ai rarement vu ça ailleurs, en tout cas. Donc vraiment, c'est juste énorme ce qui se passe sur le groupe, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes d'infos, etc. Enfin,
C'est juste fantastique. Donc voilà, c'est vrai que celles qui hésitent, vous pouvez être rassurées en tout cas des messages que vous allez y trouver et pouvoir y mettre parce que vraiment, c'est en toute bienveillance. C'était un vrai plaisir en tout cas de te recevoir, Gwen. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner avant de clôturer cet épisode? Alors mon conseil, c'est de toujours y croire, de ne rien lâcher. Alors ça peut paraître très facile à dire maintenant que j'y suis arrivée. Mais sincèrement, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent vite abandonner au bout d'un ou deux essais parce que elles se disent j'y arriverai pas. Moi, je me suis dit aussi plusieurs fois je vais jamais y arriver. Mais voilà, il faut toujours voir le bout du tunnel. En tout cas, tenter de se visualiser aussi en réussite. Ça a été mon cas à un moment donné. Et voilà, c'est de rien lâcher, de toujours y croire, de voir le positif et de se dire qu'il y a un moment donné, les galères peuvent s'arrêter et que la réussite peut aussi nous arriver. On a le droit d'avoir ce bonheur-là aussi. Bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Voilà, ça c'est. Moi, si on m'avait dit, voilà, vous êtes dans ce parcours PMA, mais vous allez devoir attendre 2 ans et demi. Ben voilà, forcément, on aurait ce parcours serait tout de suite beaucoup plus serein, évidemment. Mais malheureusement, on n'a pas cette date butoir. C'est ça le principal problème. Mais justement, par rapport à ça, il faut se dire que voilà, ça arrivera à un moment donné, que de toute manière, en tout cas, si on suit le programme de coaching et si on envisage d'autres pistes, on n'aura pas de regrets. Ça, c'est déjà une chose parce que si on envisage effectivement d'autres alternatives que seulement le médical, je pense que là, on peut sortir de l'expérience en se disant, j'ai pas de regrets, j'ai eu la connaissance de telle ou telle alternative et je l'ai tenté. Et voilà. Donc, voilà. Moi, en tout cas, ma phrase, c'était vraiment ne rien lâcher. Voilà. Alors, tu fais bien d'en parler parce que justement, il y a quand même des chiffres qui, moi, me font froid dans le dos. C'est que approximativement, on est autour de 40% des couples qui arrêtent après la 2e tentative de fécondation in vitro. C'est énorme, 40%. Mais parce qu'en fait, quand je dis qu'ils arrêtent, c'est pas parce que ça a fonctionné, hein, malheureusement. Ils sont toujours dans ce parcours, il n'y a pas d'enfants, mais ils arrêtent après la 2e tentative tellement c'est dur. Tellement, évidemment, tout est malmené. Tu parlais de l'agenda qui est complètement chamboulé parce qu'effectivement, on passe son temps à prendre des rendez-vous médicaux, à passer des examens, etc. On ne sait jamais à enchaîner les protocoles. On prend pas forcément le temps de prendre soin de soi, de prendre des vacances, de faire ci ou de faire ça. Et c'est la réalité. Il y en a malheureusement beaucoup trop qui décrochent en cours de route, mais aussi pourquoi ? Parce que ils sont pas épaulés, ils sont pas accompagnés. Et donc c'est vraiment important de se dire non, pas de regret et on lâche rien en fait. C'est vraiment super important. On continue à avancer et on arrête de culpabiliser parce qu'on y pense trop et je le dirai toujours et je le répète encore et encore, mais vous n'y penserez jamais trop. Donc ça, je pense que tu peux le confirmer aussi. C'est pas qu'à un moment donné t'as arrêté d'y penser quand ça a fonctionné. Hein, on est d'accord. Mais voilà, j'aime le rappeler parce que je sais que pour celles qui attendent et qui entendent de partout les remarques maladroites, à qui on dit t'es trop stressé, t'y penses trop, et voilà, faut arrêter de penser que parce que vous réussiriez, et encore, hein, je le mets vraiment au conditionnel parce que j'y crois pas une seule seconde, mais à arrêter d'y penser que ça fonctionnerait pour autant. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez le droit d'y penser. C'est inévitable d'y penser en même temps. Quand tu vois tout ce qu'il y a à faire derrière, c'est inévitable d'y penser. Donc, si ça peut en déculpabiliser quelques-unes, eh bien voilà, je serais ravie de repasser le message encore et encore. Merci en tout cas Gwen, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur cet épisode de podcast. Toi qui nous écoutes en ce moment, si tu as la moindre question, eh bien, je t'invite bien sûr à me faire un petit coucou, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en dessous, via le podcast. Tu as la possibilité, alors je pense que c'est sur Spotify, tu as la possibilité de laisser un message que moi j'aurais pas la possibilité de te répondre via l'appli pour le moment. Ça ne fonctionne pas encore, il n'y a pas de possibilité d'échange, mais en tout cas tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis si tu sens que vraiment
le coaching t'appelle, si tu veux vraiment faire en sorte de maximiser tes chances, d'être accompagné, de rejoindre une vraie sororité et plus encore, eh bien, rejoins dès maintenant le groupe des coaching éclosion. On se fera un plaisir de t'accueillir parmi nous. Gwen, c'était un immense plaisir. Je te dis à très bientôt et puis que tout se passe bien pour la suite de ta grossesse. Merci pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. Salut Gwen. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.